Bonjour Alain Gauthier. Bonjour Michel. Donc vous arrivez de Portland. Oui. Merci de venir nous voir. Nous allons justement parler de Portland. Nous avons vu dans 3 vidéos précédentes, votre parcours, le concept d'entreprise apprenante et le concept de co-leadership. Et puis il se trouve que vous avez déménagé à Portland, que vous travaillez sur cette ville après des années où vous avez travaillé au niveau individuel, au niveau collectif, entreprise. Et là, ce qui vous intéresse, c'est d'aider la ville à devenir une ville apprenante, dans laquelle le co-leadership soit fluide. Donc c'est encore un autre niveau d'échelle. Voilà. Exactement. Alors, peut-être d'abord, Portland, c'est où? C'est quoi? Voilà. Alors, c'est d'autant plus important de le dire qu'il y a 2 Portland aux États-Unis. Il y a Portland, Maine, Portland, Oregon. D'accord. Et Portland, Oregon est à peu près à 1h30 au nord de San Francisco, le long de la côte. Et à 1h30 de Seattle. Et 1h30 de Seattle, 1 heure de Seattle en fait. 1 heure de Seattle. Donc, c'est dans cette partie du nord-ouest américain qui est marquée par les cascades, les montagnes des cascades et la côte pacifique qui est très découpée, et jusqu'en Colombie-Britannique à Vancouver. Donc, effectivement... Une ville de combien d'habitants? C'est une agglomération de 2,3 millions à peu près, mais la ville elle-même fait un peu moins d'1 million. D'accord. Et il y a un certain nombre de villes avoisinantes, y compris une qui est de l'autre côté du fleuve Columbia, qui s'appelle Vancouver, mais Washington. Et donc, j'y suis... c'est des raisons familiales qui m'ont poussé à m'y établir. Et en fait, je suis, pour la première fois depuis très longtemps, je me sens chez moi. Le climat, le relief, en plus c'est très beau, il y a des volcans qu'on voit éteints. Mais qui pourraient s'éveiller. Oui, parce que Mount St. Helens s'est réveillé il y a 20 ans, et ça a fait beaucoup de dégâts. Donc on vit un peu sur un volcan, ou au pied le volcan, mais c'est une ville qui est attachante, très contrastée, parce que c'est une ville qui a un passé un peu lourd, fondée par des Blancs, qui ont rejeté au départ à la fois, ils ont rejeté, bien sûr, les Amérindiens dans les réserves, alors que Portland était un centre très actif d'échange entre toutes les tribus indiennes du coin. Et ils ont aussi empêché les Noirs de s'y établir pendant très longtemps. Il a fallu la Deuxième Guerre mondiale pour qu'il y ait un afflux de Noirs qui sont venus aider à construire les bateaux pour la guerre du Pacifique. Et Portland garde quelques caractéristiques d'une ville moyenne, avec une sorte de décontraction beaucoup plus grande que, par exemple, dans la Silicon Valley, où tu vas encore plus vite. Il y a des industries traditionnelles, celles du bois, mais auxquelles sont venues s'ajouter les industries du sport, avec Nike, qui est né à Portland, et qui s'est développé à Portland, et Intel, et Columbia dans le sport, et puis il y a Intel dans l'électronique. Une usine très importante. Une grande usine d'Intel. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de start-up et d'entreprises moyennes qui ont grandi dans le secteur de la high-tech. Alors, ce n'est pas la Silicon Valley, mais il y a un climat entrepreneurial qui est très favorable, en fait, à l'émergence de nouvelles applications, etc. Oui, et puis vous disiez, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Et il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Il y a quelques géants, ceux que j'ai mentionnés, mais en majorité, des entreprises de taille moyenne, voire des start-up. Et quelle est la raison de cet ancrage dans le sport de Nike, de c'est d'abord une nature extraordinaire. Et je crois que les Portlandais sont connus pour aimant beaucoup leur nature. On est en 1 heure dans des zones absolument vierges, que ce soit le camping, les sports d'hiver, etc. Et le fait qu'ils ont voulu protéger cet environnement beaucoup. Et donc tous les sports, mais qui sont des sports pacifiques, où l'on est en rapport avec la nature, ont gagné beaucoup dans le temps. D'accord, donc il y a sûrement beaucoup de matériel de camping, de trekking, de choses comme ça, de marche. Absolument. Et c'est une ville qui a manifesté, qui a été une ville assez traditionnelle pendant un certain temps, et qui a décollé en tant que ville dans les années 70, sous l'impulsion d'un nouveau maire, Neil Goldschmidt,
et d'une équipe. Il a su rassembler autour de lui un certain nombre de personnes venant d'horizons divers, des entreprises, les commerçants locaux, les classes moyennes. Et ils ont dit, nous voulons faire de cette ville une ville vivante. Alors, est-ce que les années 70, une ville vivante, ça fait beaucoup penser aux hippies? C'était un peu dans le courant hippie. Ça a été un refuge pour hippies pendant très longtemps. Mais en définitive, ce qui a fait la différence pour Portland, c'est qu'ils ont fait des choix qui allaient à l'encontre des choix que faisaient beaucoup de sociétés, par exemple, de villes américaines. Ils n'ont pas voulu d'autoroute, par exemple. Voilà, ils ont refusé. Vraiment il y en a quelques-unes. Mais ils ont dit non à une autoroute supplémentaire qui allait couper la ville en deux. Ils ont dit oui à des transports ferrés légers qui maintenant sillonnent la ville et qui relient, y compris certaines des banlieues. Et ceci a en fait permis aux classes moyennes qui vivaient avec famille de rester et de trouver des conditions de vie acceptables. Et donc, ça a fait une qualité de vie qui n'existe pas dans d'autres endroits aux États-Unis. Il y en a peu. Oui, et qui s'est révélé payante dans la durée. Parce que ça a attiré beaucoup de personnes venant de la Californie ou d'autres endroits. En plus, c'est un refuge climatique parce que les gens fuient les zones qui sont trop ensoleillées. Et il n'y a pas encore de feu dans cette zone-là? Il y en a à la périphérie. Enfin, ça commence à... oui, parce que on a eu des saisons sèches. Et il y a eu des feux assez graves. Mais les grands feux sont plutôt dans le sud. À la frontière de la Californie. Donc il faut espérer que là, ça reste... Et ils sont en train de faire un travail au niveau des forêts pour justement les préserver de l'incendie grave. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, 80, 90, il y a donc eu la préservation d'un centre-ville très vivant, d'un habitat réparti, de quartiers en fait très vivant, avec une vie collective, associative. Et ce qui fait que en fait, la municipalité s'est appuyée sur ces collectivités locales, enfin sur les associations locales, pour faire passer les choses qui ne pouvaient passer qu'avec le consentement des habitants. Et comment vous travaillez alors actuellement, ou comment vous amorcez votre travail, puisque je pense que c'est au début? Oui, je suis au début. L'idée, c'est effectivement de créer un groupe, de repérer, s'il en existe déjà, des groupes qui associent secteur privé, secteur public, philanthropie, associations, etc., de façon à dire, et si nous inventions Portland pour les 20 ans ou 30 ans qui viennent. Ah oui, donc vous êtes en train de rentrer dans une dimension prospective de la ville. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a déjà un plan d'urbanisme, il y a un plan d'occupation des sols pour 30 ans ou 40 ans. Ils ont pris les devants là-dessus. Mais l'idée, c'est de dire maintenant comment faire que Portland devienne une ville plus consciente de ses choix, plus inclusive, parce qu'il y a quand même 20% de la population qui a été laissée pour compte, notamment des minorités raciales et des bas salaires, qui ont été quand même, qui ont fait les frais de la modernisation de Portland, il faut le dire. Et maintenant, du fait de l'attractivité de Portland, les loyers commencent à augmenter. Et les maisons commencent à augmenter. Et on ne retrouve pas encore les sommets de la Silicon Valley, mais c'est devenu un gros problème. Et d'ailleurs, il y a un gros problème de sans-abri à Portland qui occupe beaucoup la municipalité. Qu'on retrouve dans toutes les États-Unis. Et qu'on retrouve pratiquement dans tous les États-Unis. Parce que ça, de toute façon, on le retrouve. Il faut pas. C'est pas spécifique de Portland. Non, la croissance laisse de côté beaucoup de personnes qui, en définitive, s'ils sont peut-être pas préparés par leur éducation, par l'absence d'une structure de santé mentale qui soit suffisamment proche. Et donc, mais la tendance actuelle de la municipalité, c'est de dire prenons soin de ces sans-abri, qu'ils quittent les rues et les boulevards périphériques, etc. Au lieu, non pas au lieu, mais sans se poser la question, et quelles sont les causes profondes et comment apporter ces causes profondes. Alors c'est là-dessus qu'avec un certain nombre de mes collègues, nous voulons nous pencher, c'est de dire comment prendre une vision plus systémique, plus à long terme, du développement d'une ville comme Portland, qui a beaucoup d'atouts, mais qui a aussi un certain nombre de conséquences, plus ou moins imprévues,
de sa croissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mouvement qui s'appelle Portland 2.0, qui a été lancé par Alan Weber, qui publiait un magazine assez connu, Fast Company, mais il y a 5 ans, et je viens de participer à une conférence où s'était été invité un certain nombre de gens disant justement comment réinventer Portland, comment faire de Portland une ville apprenante, non pas simplement tirant parti de ses échecs et succès passés, mais sortant d'une zone de complaisance dans laquelle elle est un petit peu maintenant du fait de ses succès. Et comment inventer Portland pour le futur et pour tout le monde. Alors, c'est parfait parce que effectivement, vous allez en parler d'ailleurs dans la prochaine réunion de Symbiogora. Oui. Pas la prochaine exactement, puisque la prochaine est le 20 février et que là, vous serez déjà reparti aux États-Unis. Mais en mai, on a une réunion. Quelle est la date, vous vous rappelez? Parce que, en tout cas, on a une réunion à mai, voire sur le site Symbiogora EU, mais il y a une date où vous allez venir et nous parler de Portland. Et ça nous intéresse beaucoup puisqu'on travaille sur les écosystèmes innovants, sur la manière dont les régions peuvent s'emparer de leur destin, être plus inclusifs, plus collaboratifs, en fait mettre dans la région, au niveau régional, les logiques que vous avez très bien expliquées dans la 5e discipline, en fait. Et c'est un axe sur lequel nous voulons travailler beaucoup, c'est-à-dire Portland, ne pas regarder Portland isolément du reste de l'Oregon, qui est très rural, et il y a des problèmes là, je dirais, d'équilibrage entre les deux, mais Portland aussi dans le contexte de sa grande région, qui s'appelle Cascadia, qui monte jusqu'en Colombie-Britannique avec Vancouver. Très, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Alain Gauthier. Et donc, à très bientôt. Et on va continuer à faire des vidéos avec vous chaque fois que vous passerez à Lille. Et on va même on réfléchit à faire des ponts entre Lille et Portland. Tout à fait. Merci.